L'intervention que je fais aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de recherche que je mène en parallèle de ma De thèse. presentatie die ik vandaag wil brengen staat in het kaders in mijn thesis over Auschwitz. Ik heb dit onderzoek verricht gedurende 2 jaar. Het ging over de contouren van de muzelman. En de studie wordt volgend jaar gepubliceerd dankzij de stichting Auschwitz. Wij hebben het dus over de koloniale bronnen van dit systeem, maar daar ga ik het nu vandaag niet specifiek over hebben. Maar ik wil wel enkele bedenkingen met u delen aangaande de contouren van de muzelman. Dit figuur bevindt zich in de marge van de interpretaties van Auschwitz. De contouren van de muzelman is niet helemaal te vergelijken met de zondercommando's en de arbeidsjuren, want de muzelman is een officieus begrip en de arbeidsjuren daarentegen is een term die uit het nazi-jargon komt. Maar dat is iets wat moeilijk ligt bij geschiedkundigen die over deze concepten nadenken. De muzelman is een figuur die zijn waardigheid verliest, zijn menselijkheid verliest, in die mate dat hij dus de strijd opgeeft, dat hij niet langer probeert te overleven. Zo is dus de muzelman de persoon die bereid is om vergast te worden, die er eigenlijk al bij loopt als een lijk. En om het in de woorden van Primo Levi te zeggen, die muzelman die ziet eruit als een verloren persoon. Dat is iets wat Levi herhaaldelijk aanhaalt. Dit figuur van de muzelman wordt veel gebruikt. En ik wil het nog even hebben over de terminologie die Levi hanteert. Dat is iets wat waar niet vaak aandacht naar uitgaat, maar Levi heeft het over de muzelman, die dus eigenlijk een figuur is zonder waarde. Zij zijn getuigen in het kamp en zij zijn ook soms een uitzonderlijke overlevende. Zij werden geïntegreerd in het kamp, maar tegelijkertijd toont hun houding dat zij het kamp begrijpen, dat zij werkelijk geïntegreerd zijn in het kamp, in het functioneren van het kamp. Zij weten hoe ze moeten overleven in het kamp, maar niet hoe ze moeten overleven, maar hoe ze komen te sterven in het kamp. Dat is wat zij beslissen in gedachten te houden. Dat is het idee dat zij willen behouden. En hun overleven is een uitzondering en dat is de regel in het kamp. Op die manier zijn zij dus geïntegreerd geraakt in het kamp en zij kunnen dan ook beschouwd worden als integrale getuigen van het leven in het kamp, want zij waren daarin aanwezig en zijn daarna ook verdwenen. De muzelman is ook iemand die er weet van heeft, want hij weet dus werkelijk hoe zo'n kamp werkt. We moeten nog eens opnieuw kijken naar de situatie van de muzelman in de concentratiekampen. De muzelman bevindt zich in de marge van het kamp. Hij is geïsoleerd en hij kijkt naar de anderen in het kamp. Hij is dus werkelijk geïsoleerd van de rest van de bewoners. En de meeste getuigenissen waarin de muzelmannen komen, vermelden dat
alle gevangenen eigenlijk muzelmannen waren. Dat was nu eenmaal hoe de situatie was. Het was de bedoeling die mensen af te maken. Que leurs victimes succomberaient à la tentation de n'être presque plus rien de vivant et tout près de mourir, parce que, comme l'écrit encore une fois Delbo, toonde aan de andere bewoners dat de nazi's gewonnen hadden. En voor hen was het gemakkelijker om te sterven in zo'n kamp dan te leven. Dans lequel étaient tenus les musulmans. Il constituait une marge qui menaçait à tout moment de s'étendre comme une règle et de confirmer celle recherchée par les bourreaux. Certains déportés ont même parlé en ce sens, tout en étant conscients de la faiblesse ou de l'énormité du mot dans le contexte des camps, une habitude que chacun risquait de prendre, je pense à Simon Lax par exemple, l'habitude de se rendre indifférent à tout. De précision cependant, plusieurs auteurs l'ont souligné, le texte de Lévi sur les musulmans, iets wat gebruikt werd om werkelijk helemaal tot de kern door te dringen. Un ton sensible, et l'écriture sur les musulmans est aussi en ce sens une écriture pour les musulmans, c'est-à-dire pour tous ceux qui n'ont pas témoigné, parce que les camps les ont en die wordt daarin heel uitgebreid omschreven, want zij konden niet getuigen, omdat zij vermoord werden in kampen. Lévi recouvre du terme de musulman une multiplicité d'expériences, parmi lesquelles on connaît un certain nombre de rescapés qui disent d'être passés à un moment de leur déportation par le stade musulman. Dénommer un certain nombre de déportés qui semblent partager la même expérience ou se caractériser par le même trait physique et moraux s'avère commode pour l'interprétation, et c'est le Giorgio Agamben d'après Lévi sur les musulmans en atteste, mais il ne rend pas tout à fait compte de la réalité de ces expériences. Plus encore, il court le risque de subsumer la figure du musulman, d'en faire une image, un schéma et enfin un concept duquel on puisse déduire des paradigmes, bref, de donner un sens aux musulmans pour l'après-Auschwitz, au risque d'escamoter un peu ce qu'il était pendant Auschwitz. L'une des opérations interprétatives les plus significatives à cet égard consiste à arrêter l'état de musulman et à considérer son état intermédiaire comme définitif, alors même qu'à l'ouverture des camps, des médecins, déportés ou alliés, ont constaté que certains musulmans se rétablissaient à une vitesse tout aussi surprenante que celle qui avait caractérisé leur déchéance. Ici, la figure du musulman au rang de règle des camps réplique donc bien à la volonté nazie qu'on a décrite, mais pas au compte-rendu des expériences que l'on connaît. Le musulman était bien pour les déportés à la marge, sans relever pour autant de la complexe zone grise également pensée par Lévi, notamment pour les zones de Commando et Arbatudel. Faire du musulman au contraire une exception serait ne pas entendre les échos profonds que cette figure entretient avec les ressorts du mythe nazi. On ne peut reverser l'un dans l'autre. Chacune des hypothèses que l'on pourra formuler se heurtera à l'une ou l'autre de ces bornes, et l'interprétation saura faire l'économie de ses limites si elle veut demeurer historiquement cohérente La notion de témoin intégral telle qu'on l'entend d'après Lévi permet donc de questionner la situation paradoxale du musulman vis-à-vis du système concentrationnaire nazi, dont on sait qu'il est inséparable du mythe nazi lui-même. Le musulman est marginal, lors même que cette marginalité constitue la règle des camps, leur projet. La question que pose donc Lévi est donc bien celle de l'exemplarité du musulman relativement au nazisme, ou à ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire nazi qui nourrit son mythe, lequel se vérifie, s'achève finalement dans les camps. Afin de bien saisir les enjeux que soulève la question de l'exemplarité, il est nécessaire d'en passer par une brève discussion des termes que l'on emploie à ce sujet. Afin d'en faciliter l'abord, on admettra en principe que le musulman constitue bien une figure, au sens où le passage du musulman véritable au musulman des camps correspond à un glissement du sens du mot, de son contexte originel à un contexte nouveau. Glissement qui prend la forme d'un processus d'évocation, qu'on ne détaillera pas ici, et qui s'avère être de l'ordre de ce que César de Marsay nommait un sens littéral figuré. Le mot figuré en figurant ne laisse pas d'avoir son sens littéral, ce que Fontanier a appelé une sylepse. Le musulman, en tant que figure syleptique, donc, apparaît en outre comme une synthèse autant que comme une métonymie du nazisme. Synthèse et métonymie articulent un champ référentiel que circonscrit précisément la notion d'exemple. Au sein de ce champ de l'exemple, il importe donc de déterminer à laquelle des deux instances, de la synthèse ou de la métonymie, appartient la figure du musulman. On avancera en conséquence l'hypothèse que s'il est indéniable que le musulman soit une figure exemplaire du nazisme,
Als de muzelman een voorbeeldige figuur is van het nazisme, dan is dat een product dat voortkomt uit die ideologie en een verwezenlijking van het beleid. Een verwezenlijking van de genocide die de nazi's nastreefden. Maar dat is nog steeds een beperkt idee, een beperkte interpretatie van die figuur. Il est bien évident dans ces Dus de muzelman is wel een voorbeeld van nazisme, maar het is geen ideaal voorbeeld ervan. Maar dat is natuurlijk niet geruststellend. Dat is een punt dat we hier echt willen aanhalen. Enferré d'Auschwitz, le musulman ne peut être reconnu par d'autres biais. De muzelman sa généalogie tout entière in Auschwitz en tant que synthèse du nazisme, la figure du musulman requiert une généalogie parallèle, non plus aux abords de l'idéologie nazie, mais depuis ses abords jusqu'en son sein. Retracer les contours de cette généalogie dépasse quelque peu le cadre de cette intervention. Aussi admettra-t-on que la figure du musulman soit nécessaire à la réalisation au sens fort de ce mot du mythe nazi, produisant dans les camps des sous-hommes le nazisme vérifié qu'il a produit autour des camps des surhommes. La figure est nécessaire et constitue pour cela un angle d'approche particulièrement éclairant afin d'étudier l'esthétique incarnée que constitue le projet nazi. Mais elle n'est pas suffisante à son appréhension. Le projet concentrationnaire nazi en tant que tel est certes aussi un projet d'extermination, mais l'extermination déborde, on le sait, le projet concentrationnaire et la forme même du camp, que l'on se réfère aux actions des Einsatzgruppen ou au centre de mise à mort. Dans ces deux situations, lesquelles constituent le cœur du projet génocidaire, ou plus exactement le centre de son système d'élimination, la figure du musulman est absente. Plus même, envisager le génocide et non l'expérience concentrationnaire sous l'angle du musulman revient, pour le dire en une tautologie, à ne voir que le visible du génocide, celui dont il est resté dans les camps des ruines, dont il est revenu le plus de témoignages écrits, dont on connaît aussi quelques milliers de dessins et photographies. Pour l'immense peuple des assassinés, en revanche, très peu de témoignages écrits, sinon bien sûr ceux des Sonderkommando et des Arbeitsschützen, 4 photographies volées à Birkenau, l'album photographique et le carnet de croquis d'Auschwitz montrant l'arrivée de convois à Birkenau, une douzaine de dessins des alentours de Sobibor, bref, un inventaire à la fois minuscule et crucial, qui reste cependant, n'était la qualité de ses raretés, un inventaire misérable ou en tout cas incommensurable aux morts, un corpus malgré tout, pour le dire en les termes chers à Georges Lieberman, qui indique assez à quelle échelle l'entreprise génocidaire des nazis ambitionnait l'anéantissement. On reviendra sur cet enjeu de la visibilité. Mais ce qui paraît d'ores et déjà sous cet angle, c'est la distinction entre musulmans et membres des équipes spéciales des Sonderkommando. Ce qui distingue en effet les musulmans des Sonderkommando et des Arbeitsschützen, tous deux se trouvent pourtant aux marges de la survie en même temps qu'au cœur de la mort, c'est que si les musulmans se situent au centre du fait concentrationnaire, les membres des équipes spéciales se tiennent au cœur du fait génocidaire, au cœur de la destruction. Sous cet angle, l'erreur d'appréciation de la portée interprétative de la figure du musulman est compréhensible. Il consiste à reconduire la confusion bien connue, de interpretatie van deze twee figuren stroken niet helemaal met elkaar, maar het is wel begrijpelijk dat er verwarring bestaat. Elle indique aussi, et je crois qu'on y reviendra au cours de ces journées, Want het is een soort verzameling van al die verschillende facetten in een kamp. En zij hebben die verwerping ook geneemd, de verwerping door andere Joden tijdens deze ervaring, maar ook in de nasleep ervan. De geschiedkundigen hebben geprobeerd deze termen te interpreteren en het blijkt dat de figuur van de muzelman beter bestudeerd is dan bijvoorbeeld het concept van de zondercommando's. Que là où les musulmans ont provoqué une forme de compassion de la part des déportés, les membres des équipes spéciales ont provoqué le rejet, la suspicion et l'oubli. Si cela est juste des Sonderkommando et des Arbeitsschützen, les musulmans n'ont pourtant suscité que peu de compassion, sinon par des voies très détournées, par des voies de l'art par exemple,
comme dans le cas du Verfügbar aux enfers de Germaine Tillon, avec le personnage de sympathique correspond à celui d'un musulman, ou lorsque le peintre survivant d'Auschwitz-Birkenau, Yehuda Bekon, a intitulé un autoportrait de lui qu'il a réalisé après-guerre, Muselman, opération que l'on retrouve également dans plusieurs témoignages littéraires, leurs auteurs ayant indiqué qu'eux-mêmes se sont vus devenir des musulmans, ou à tout moins en évoquent-ils à leur endroit les caractéristiques du musulman. Il est d'ailleurs intéressant de noter, et cela me semble avoir été peu étudié, que les membres des équipes spéciales ont eux-mêmes décrit les musulmans sur un mode analogue aux descriptions que l'on connaît par d'autres déportés. Philippe Hunler insiste par exemple sur leur aspect cachectique et la texture cartonneuse de leur peau. Je cite, on appelait ainsi les détenus musulmans qui étaient parvenus à un état extrême de délabrement physique. Ils n'avaient que la peau sur les os, leurs muscles avaient complètement fondu, leur peau mince et parcheminée était souvent transpercée par des pointes des os de leur squelette, occasionnant sur tout le corps des inflammations et des plaies purulentes. Alter Feinselberg, lui aussi ancien commando d'Auschwitz-Birkenau, dit de même de ces ombres humaines, je cite, dont il a appris plus tard, je cite encore, qu'on les appelait des musulmans, qu'ils se traînaient à bout de force, l'air complètement miséreux. Un autre membre des Sonderkommando, anonyme, résume ainsi l'unique rêve des milliers de ceux surnommés dans la langue du camp musulman, de ces malheureux qu'il décrit, je cite, chancelant comme de vacillantes flammes de bougies, et leur unique rêve, c'est une fois au moins manger à sa faim. Zalmen Gradowski craint quant à lui de ne pas reconnaître ses propres frères, eux aussi déportés, qui sont peut-être devenus des musulmans, c'est-à-dire méconnaissables à ses yeux. Je cite Gradowski, ce qui leur est arrivé par la suite, écrit-il, je n'en sais rien. Qui sait s'ils n'ont pas déjà passé depuis longtemps par mes propres mains, en tant que musulmans, morts ou vivants, transportés ici cachés si extrêmes, air misérable et isolé, visage et corps des proches devenus méconnaissables sous l'effet de ce que certains déportés ont appelé la musulmanité, correspondent de fait aux descriptions rapportées par les autres déportés. La seule différence que mentionne Henrik Trauber, lui aussi membre des équipes spéciales, est qu'aux yeux de ceux qui étaient chargés de brûler les corps des assassinés, Want er zijn weinig getuigenissen van de musulmannen zelf. Diegenen die de lijken van de musulmannen moesten verbranden, hebben opgemerkt dat die lijken veel sneller, veel minder snel konden verbrand worden dan de andere lijken, omdat zij geen vet meer in hun lichaam hadden, waardoor het verbrandingsproces veel trager verliep. Preuve qu'ils n'étaient pas tout à fait isolés du reste du camp, et preuve aussi que les musulmans constituent bien à leurs yeux une catégorie de victimes qu'il importait de mentionner dans leur témoignage, au point même que la façon dont Philippe Müller se décrit à la toute fin de son témoignage s'inscrit dans cette catégorie d'autoportrait en musulman, et que l'on retrouve dans un grand nombre d'autres textes. Cette proximité des membres des équipes spéciales avec les musulmans a également été repérée au niveau de leur comportement, celui d'une apathie totale vis-à-vis de leur situation et des tâches qui leur ont été imposées. Cependant, Claudine Cahan et Philippe Ménard l'ont montré, il s'agissait davantage, semble-t-il, d'une apathie de surface dont les écrits et les révoltes sont les indices. Là où les textes des Sonderkommando révèlent bien une spiritualité tue et les révoltes une réelle résistance souterraine, il n'existe pas d'indice de ce genre pour les musulmans, plus exactement, et le fait consubstantiel à leur situation, ils ne s'en trouvent pas à un niveau collectif. Reste que cette apathie a pu sembler correspondre aux yeux des autres déportés à une indifférence monstrueuse vis-à-vis de la tâche que les bourreaux leur avaient imposée, au point de susciter à leur endroit une répulsion telle qu'elle s'apparente aux yeux de Primo Levi notamment, à un cas limite de collaboration au sein de ce qu'il a nommé la zone grise, cet espace symbolique dans lequel les maîtres et les esclaves, pour parler comme Levi, se trouvent reliés et séparés au point qu'elle oscille entre collaboration et accommodement, à un point tel aussi qu'il n'existe pas pour elle, de tribunal humain auquel ont délégué la mesure. Je ne m'attarderai pas sur cet aspect. Sinon, pour citer un exemple des limites de cette collaboration, par l'entremise d'un ami devenu médecin des Sonderkommando, Fred Seidel, lui-même déporté, dont le témoignage sur les musulmans et les membres des équipes spéciales est tout à fait précieux,
C'est lié avec l'un de ses membres que les nazis del ghetto avaient fait bourreau de Cracovie et ce déporté qui se tient, pourrait-on dire, au cœur de la zone grise, portait pour son office l'uniforme des bourreaux. Au point écrit Zeddel que, je cite, « Pendant les beuveries de ces gardiens SS, auxquels il participe en tenue de soldat allemand, il peut avoir l'illusion d'être l'un des leurs et oublier presque sa condition. Mais aussitôt après, il redevient l'esclave, le paria méprisé, sur lequel on s'est déchargé d'une besogne atroce. » Ce simple fait rappelle à mes yeux que les nazis conservaient tout pouvoir sur ceux dont ils avaient fait de pseudo-collaborateurs et auxiliaires. Sans doute, le camp nazi ne fonctionne-t-il pas sans la zone grise qu'il génère, mais comme le terme même d'accommodement le suggère, plus fortement que celui de collaboration, cette zone grise, en tant que situation, est imposée à ceux-là même qui l'entretiennent, et les manuscrits des hommes de commando prouvent que leurs membres étaient tous sauvés, se faisant d'autant moins d'illusions sur leur sort que les SS, qui les assassinaient de façon aléatoire, les élimineraient tous avant la libération du camp. La zone grise ne ménage qu'une marge de manœuvre précaire dans laquelle il serait important de parler de pouvoir pour les membres des équipes spéciales. En schématisant à l'extrême, on pourrait donc dire que le membre des équipes spéciales se situe au plus près du bourreau, tandis que le musulman se trouve à l'orée du projet d'avilissement et de mort de ce même bourreau. Dans les camps distincts physiquement et symboliquement l'un de l'autre, c'est le corps. Corps nourri et vêtu de prominence pour le membre des équipes spéciales, corps décharné et en haillons du paria pour le musulman. L'attention que les membres des équipes spéciales ont portée aux musulmans constitue en quelque sorte le pendant de celle portée à tous ceux des juifs et des tziganes, la majorité, qui ont été assassinés sitôt débarqués des trains sans avoir été d'abord décivilisés par l'univers concentrationnaire, bien qu'ils aient souvent subi l'épreuve préalable des camps de transit ou celle des ghettos, ceux-là n'ont pas eu le temps de devenir des musulmans. Car et Mena ont désigné cette immédiateté de la mort par le terme de paradoxe de Birkenau, qu'ils ont opposé au paradoxe d'Auschwitz-Dagenben. C'est pourquoi, non plus qu'unique, le musulman ne peut être une figure métonymique de la destruction des Juifs et des Tziganes d'Europe, ni même de l'univers concentrationnaire nazi, parce qu'il ne représente en fin de compte qu'une infime partie de ceux qui ont péri, et conséquemment une partie numériquement mineure des processus d'extermination. Des millions d'êtres qui ont disparu dans le génocide sans avoir ressemblé à autre chose qu'à des hommes et des femmes très semblables aux gens normaux, il n'est resté, on l'a dit, que très peu d'images, et ces rares images rendent proprement inimaginable que ces hommes et ces femmes, quelques heures plus tard, ont été assassinés. Les images des camps que l'on connaît le plus souvent sont des images autres, des images d'autres qui exigent de ceux qui les voient un impossible effort d'imagination pour se souvenir qu'ils ont été des hommes et qu'ensemble ils conformaient des mondes. Les photographies de presse et les reportages filmés de l'ouverture des camps qui ont été largement diffusés en Europe et aux États-Unis à partir d'avril 1945 ne sont pas les images de l'anéantissement, bien que dans une certaine mesure, les musulmans qu'on y voit représentent le mythe nazi tel qu'il s'est incarné dans les camps. L'image du musulman opère en fait en partie comme un cache sur la réalité du génocide. Dans la mesure où, pour affreusement paradoxal que cela paraisse, cette image rassure. En retirant à l'homme son apparence d'homme, elle bloque l'imagination et avec elle la possibilité de la reconnaissance. Elle interdit de se souvenir que cet homme a été un homme et en laissant l'œil ainsi interdit, le regard porté sur les papes, près de la mort, rend sa mort moins insupportable. Elle la rend logique. Fred Seidel est l'un des rares, avec Charlotte Delbourg, nous a parlé membres des équipes spéciales, à avoir fait des hommes et des femmes assassinés sitôt leur arrivée. La description et, à l'inverse de Lévy, dont le témoignage est pourtant proche de celui de Seidel par bien des aspects, d'y avoir découvert le symbole d'Auschwitz et d'après. À propos, je cite, d'un groupe de jeunes filles et de jeunes gens d'allure altière, tous très beaux, Seidel écrit « Pour moi, ils étaient le symbole tragique des sacrifices humains de tous les temps. Je savais que, débarqués d'un convoi, ils s'acheminaient directement vers une chambre à gaz. » On retrouve cette image dans le témoignage de Gradowski, parce qu'il évoque, je cite, « les jeunes vies bouillonnantes, palpitantes, frémissantes, en fleurs, gonflées de sève, abreuvées aux sources de vie, épanouies comme des roses poussant encore au jardin fraîche, baignées de pluie, gorgées de rosée matinale. » Et s'il en parle ainsi, c'est que ce sont ses sœurs, les sœurs de ceux qui n'osent pas d'abord les enjoindre de se déshabiller. Nous n'avons pas le courage, écrit Gradowski, nous n'osons pas leur dire à nos chères sœurs de se déshabiller,
car les vêtements qu'elles portent sont la cuirasse, le manteau dans lequel repose encore leur vie. De meeste slachtoffers moesten zich uitkleden. Elles perdront leur dernière défense, leur dernier appui, le dernier point d'ancrage auquel leur vie Wanneer zij zich dan uitkleden, voilà pourquoi nous n'avons pas le cœur de leur dire de se dévêtir dan verliezen zij hun laatste barrière, hun laatste verzet, hun laatste manier om het leven vast te houden. Door zich uit te kleden, dat wist Gradowski, want dat was zo voor alle gedeporteerden, door zich uit te kleden, verliezen die vrouwen hun waardigheid. Zij worden lichamen en die lichamen zullen weldra lijken worden. Comme les souillures et les ordures, leur corps blanc d'albâtre maculé de déjections humaines. Les membres des Sonderkommando d'Auschwitz ont vu disparaître ce groupe de femmes, ils ont vu disparaître avec elles leur monde et d'une manière sur laquelle le jugement ne peut se prononcer, on ne peut écrire qu'en tremblant, ils y ont participé. Verschillende duizenden mensen zijn omgekomen in Auschwitz en het moet erg angstaanjagende ervaring zijn geweest voor al die mensen. La fréquentation constante de la mort, le témoignage direct des assassinats massifs a une profonde répercussion sur leur psychisme. Pendant leurs heures de repos, ils sont complètement amorphes, vautrés sur leur lit, insensibles à tout. Ils ne parlent même pas entre eux. Ils ont l'air de vivre dans un autre monde, un monde étrange en marge de la vie. Eux se trouvent donc bien dans l'espace des camps et dans le champ de l'extermination, plus en marge encore que les musulmans. En ce sens, comme l'écrivent Cahan et Ménard, s'il y a exemplarisé une figure de témoin, c'est dans les Sonderkommando qu'il faudrait venir la chercher. Ils ne sont certes pas la figure exemplaire du fait concentrationnaire, pour lequel je crois que la figure du musulman est davantage opérante, mais celle des installations de mise à mort suppléant les tueries par balles, et en somme d'une façon de penser le génocide propre au nazisme. Dans une certaine mesure, mais une mesure plus grande pour les musulmans, les Sonderkommando sont des témoins intégraux parce qu'intégrés au processus de mise à mort, ils en ont témoigné. Leur état de santé physique n'avait rien à voir en effet avec celui des musulmans, et c'est pourquoi ils ont pu témoigner et s'organiser. Cependant, les hommes du commun en avaient une perception tout autre, au point que leur aspect physique inaltéré en apparence, contrairement à celui des musulmans, ne les rendait pas moins méconnaissables aux yeux des autres déportés. Je cite Lucie Adelsberger, ils n'avaient plus de figure humaine, c'était des visages ravagés, fous. S'ils n'ont pas été ce qu'on a appelé une figure, il est certain en revanche que, comme pour les musulmans, la majorité des déportés ne les ont pas reconnus, et ceci d'autant moins que dans tous les sens du terme, leur position au camp les faisait mal voir. Ce cas limite de collaboration a correspondu pour Lévy à un paroxysme de perfidie et de haine du nazisme, et ce paroxysme induit pour Lévy qu'on ne puisse pas attendre d'eux un témoignage au sens où les musulmans auraient pu en produire. Si les musulmans qui ont vu la Gorgone se tiennent en cela tout proche des Sonderkommando, ces derniers ne peuvent pour Lévy en restituer la vérité. Pourtant, on le sait, les membres des Sonderkommando ont témoigné dans le sens demandé par Lévy d'une déposition d'après laquelle puisse se former le jugement de l'histoire. La lettre de Zalman Gradowski se clôt par exemple sur ce vœu, je cite, « Puisse l'avenir prononcer son jugement sur la base de mes notes, puisse le monde y apercevoir au moins un pâle reflet du monde tragique dans lequel nous avons vécu. » De même, Zalman Lebenthal est parfaitement conscient qu'en tant que membre des anti-spéciales d'Auschwitz, il se trouve à un point nodal de l'expérience génocidaire. Sans doute, écrit-il, personne ne saura le pourquoi et le comment de ce qui s'est passé. Hij schrijft, zonder twijfel weet niemand waarom wij dit gedaan hebben en wat hier precies gebeurd is. Want je zou erbij moeten zijn, je zou in onze schoenen moeten staan om volledig te vatten wat hier aan de gang is. La seconde dimension des témoignages des Sonderkommando, tels que Lévy les envisage, et qui de son point de vue les rend moins pertinents que ceux hypothétiques des musulmans, le fait qu'ils exhortent le lecteur à comprendre leur situation avant d'apposer sur eux le sceau du jugement. C'est ce qui fait que ces témoignages, tels qu'on les connaît, tiennent effectivement de la lamentation, du blasphème, de l'expiation. Tot een beter begrip over te gaan, alvorens een oordeel te vellen. En dat is soms équivoque, on les a dénommés, peut-être abusivement, les Megillah d'Auschwitz, en référence au rouleau réservé dans la prière juive à la lamentation et qui commémore un événement tragique. Cette dimension imprécatoire tient au contenu même de ce témoignage qui prétend relater la vie dans le camp et en particulier au sein des Sonderkommando et non la mort, c'est-à-dire en fin de compte toute autre chose que ce à quoi leur position au camp les prédisposait.
Pardon. C'est-à-dire en fin de compte, donc, autre chose que ce à quoi leur position dans les camps les prédisposait. Je cite, comment on mourrait à Auschwitz, ont écrit des auteurs de mémoire anonymes. Il y aura des images, des témoins, des documents pour le raconter. Documenten van hoe mensen gestorven zijn in de kampen. Maar we willen hier tonen hoe men leefde in Auschwitz. Leur déposition comparait finalement aux yeux des vivants d'après, pour ce qu'elle est, je cite les manuscrits, le dépotoir à ordures de la mémoire, dans lequel gît aussi l'image des musulmans. De overlevende blijft ook het beeld van de les spectres blêmes aux yeux éteints, toujours terrorisés, qui se traînaient en silence près des blocs, et avec leurs cuillères pressées dans leurs doigts bleuis, grattaient le fond des tonneaux de soupe. Là encore, la description des musulmans par les membres des équipes spéciales s'ouvre aussi comme un hommage de ceci envers cela. Comme une restitution d'existence, d'autant plus terrible que des morts la formulent pour des morts vivants. Dans ces conditions, il ne s'agit pas de déterminer lesquelles de ces catégories de déportés ont produit les témoignages les plus authentiques ou les plus exemplaires des camps et du génocide nazi, heel authentieke getuigenissen constituent un inédit historique, mais de montrer qu'aux marges des camps, les témoignages sur et pour les musulmans, comme les témoignages par les membres des équipes spéciales, doivent être articulés ensemble pour appréhender à la fois le procès d'anéantissement sur lequel le mythe nazi s'est construit et le néant auquel il a donné lieu. Les membres des équipes spéciales ont vécu et relaté l'anéantissement auquel on les a contraints de participer. C'est sur ce double fait, kunnen getuigen over wat ze hebben meegemaakt, kunnen getuigen over de vernietiging. Et avec elle la compréhension ne peuvent qu'achoper. La connaissance qui nous est livrée, pour le dire une nouvelle fois avec Lévi, est impossible à comprendre et les images qui nous sont adressées littéralement inimaginables. Onvoorstelbaar en ook de beelden die we daarvan zien zijn onvoorstelbaar. Sur le génocide est possible. Je vous remercie et je m'excuse auprès des traducteurs d'avoir parlé. Hartelijk dank en mijn verontschuldiging dat het zo snel gaat.